Aujourd'hui dans Parlons-en, on va prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe en Turquie, où l'offensive du pouvoir contre l'opposition est un peu passée sous les radars médiatiques, d'où l'importance de s'y arrêter ce matin. Et pourtant, un an après l'arrestation du maire d'Istanbul, jamais Recep Tayyip Erdogan n'était allé si loin, semble-t-il, pour asseoir sa mainmise sur le pays en écartant le chef désigné du CHP, le grand parti d'opposition turc. Y a-t-il encore une possibilité d'exister pour cette opposition démocratique en Turquie ? Erdogan, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, est-il plus puissant que jamais ? Question posée à mes invités ce matin. Ayché Goulsert, Didier Billon et Samim Akgounoul. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Ayché Goulsert, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste et professeur affilié à l'école de journalisme de Sciences Po. Didier Billon, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, directeur adjoint de l'IRIS, auteur de La Turquie, un partenaire incontournable, qui est sorti aux éditions Erol. Et puis Samim Akgounoul, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre à distance. Depuis Strasbourg, où vous êtes le directeur du département d'études turques de l'université, vous êtes professeur, historien et politologue. Merci à tous les trois de participer à cette discussion. Je le disais, à propos de cette offensive du pouvoir turc contre l'opposition qui est un peu passée sous les radars médiatiques, écrasée par la crise au Moyen-Orient. Mais on y reviendra bien sûr, car la Turquie a un rôle à y jouer. Il y a eu un drôle de duel à distance ce week-end à Ankara avec d'un côté, Özgür Özel, qui est le dirigeant évincé du CHP, le Parti républicain du peuple, le parti d'opposition turc, qui a tenu un discours devant le mausolée d'Atatürk, devant une foule très dense, on va découvrir les images, et qui a dénoncé un coup d'État judiciaire. On va l'écouter tout de suite. Cette question n'est pas une affaire interne au Parti républicain du peuple. Elle ne concerne pas Özgür Özel, ni Kemal Kılıçdaroğlu. C'est une question entre le président Recep Tayyip Erdogan et la nation. Voilà, extrait de cette intervention, donc je disais, organisée devant le mausolée d'Atatürk à Ankara, devant une foule assez dense. Voilà pour ces premières images. Et à quelques minutes de là, à 10 minutes de cette place, toujours à Ankara, autre ambiance. Là, c'est Kemal Kılıçdaroğlu qui a été remis en selle à la tête de ce parti d'opposition qui tenait discours. Là, la foule était beaucoup moins dense, contrairement à ce que les images tournées de près peuvent laisser penser. Images largement diffusées d'ailleurs par la télévision d'État turque. Et il tenait ses propos. Les événements de ce jour-là, les révélations qui ont suivi, les dossiers soumis aux juges, l'opinion publique qui s'est formée et la situation actuelle sont le fruit de votre vigilance et de votre intérêt. Si la démocratie interne d'un parti politique venait à dérailler, c'est la démocratie du pays tout entier qui serait compromise. Et chacun doit en prendre conscience. Voilà, pour que tout le monde comprenne bien, l'homme que l'on vient d'entendre, c'est celui que la justice turque, pour ne pas dire le pouvoir turc, a remis à la tête du parti d'opposition, alors que les partisans du parti avaient, eux, choisi le premier homme que l'on vient d'entendre, et depuis un moment, pour les diriger. Deux hommes pour un même parti. Qui dirige aujourd'hui le CHP ? Ayché Goulsert, est-ce que c'est Recep Tayyip Erdogan ? C'est ce qu'il essaye de faire en tout cas, c'est-à-dire qu'il essaye de prendre le pouvoir sur le parti d'opposition. Et on a vu, c'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'au mois de mars l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, quand il a mis le maire d'Istanbul, qui est très populaire et qui est vu un petit peu comme la menace face à Erdogan dans les élections qui devrait y avoir en 2028, mais je pense qu'il va y avoir des élections présidentielles anticipées en 2027. Et donc ça, c'était un premier coup. Et puis il a vu que le CHP, donc le parti d'opposition, continuait malgré tout, et surtout avec Özgür Özel. Özgür, ça veut dire libre en turc. Donc en un sens, il est une continuation de Ekrem İmamoğlu, le maire incarcéré. Il est libre en un sens. Il n'a pas arrêté de critiquer
Recep Tayyip Erdogan, mais aussi le gouvernement. Il a un dynamisme, c'est un homme qui a 51 ans à peu près. Il a une force et il continue, et le public, la population le soutient. Le problème avec Kemal Kılıçdaroğlu, qui est l'homme qui a été mis à prendre la présidence du CHP en un sens, c'est que c'est une déception pour les Turcs parce que entre 2010 et 2023, donc on a eu les élections présidentielles, il a perdu toutes les élections face à Erdogan. Donc Erdogan, c'est très bien. Je crois, on l'appelle comme ça. C'est Monsieur Défaite, et aussi c'est une trahison interne qu'on est en train de voir. C'est des divisions, mais des trahisons internes en même temps. Donc dans les images que vous avez montrées, il y avait un autre symbolique, et après je laisse la parole à Samim et Didier. C'est que quand Özgür Özel, donc la première image que vous avez montrée, celui qui a été destitué de ses fonctions de président de CHP, il ne lisait pas un texte, il le disait dans l'instinct, ça venait vraiment de son intellect et de son cœur. Tandis que celui qui a été mis par le pouvoir, et très justement, vous avez dit le pouvoir, la justice turque ou bien le pouvoir turc, lisait un texte. C'est là où on voit vraiment symboliquement, entre guillemets, le marionnette et celui qui a le vrai soutien du peuple. D'ailleurs, il a lu son texte pendant quelques minutes et ensuite il a tourné les talons. L'ambition de cette émission est essayer d'être le plus pédagogique possible et de faire comprendre à ceux qui ne sont pas familiers de la politique intérieure turque pourquoi c'est important et pourquoi c'est important aussi dans le cadre européen. Özgür Özel, donc celui qui a été, et les images étaient dingues d'ailleurs, il y a une dizaine de jours que les forces de police turques sont allées chercher au sein du CHP dont les partisans s'étaient retranchés pour éviter cette arrestation. C'est l'homme qui est parvenu avec son parti, Samim Agdonoul, à créer ce moment 2024 et cette victoire du CHP qui a fait craindre, dans certaines des grandes villes de Turquie, qui a fait craindre vraiment au pouvoir, au parti d'Erdogan, qu'un renversement politique était possible. Oui, bien entendu, c'était l'espoir de l'alternance. Et cet espoir-là était effectivement vécu par une partie très importante de la population en Turquie. Il faut quand même le répéter et parler un peu de logistique pour faire de la pédagogie, comme vous le dites. Pour Recep Tayyip Erdogan, pour être candidat aux élections présidentielles suivantes, prochaines, il faut soit un changement constitutionnel, soit des élections anticipées. Et pour les deux, son parti, le parti de la justice et du développement, n'a pas la majorité dans l'Assemblée, a besoin des voix des autres partis politiques. Il est actuellement allié avec l'extrême droite, le MHP, le parti de mouvement nationaliste. Il est en train de mener un processus de réconciliation avec les Kurdes, mais même s'il obtenait les voix des deux partis, il n'arrive pas à faire ce changement constitutionnel. Donc, a besoin d'un certain nombre de sièges du parti d'opposition principal, donc c'est le cas du Parti républicain du peuple. Donc, la scission actuelle du Parti républicain du peuple n'est pas un changement de pouvoir complet du Parti républicain du peuple, c'est de pouvoir obtenir au moins 23 sièges, 23 voix pour un changement constitutionnel qui permettrait à Recep Tayyip Erdogan, à la Poutine, si vous voulez, de faire un 5e mandat présidentiel. Donc le calcul est là. Et donc Özgür Özel était présenté comme la personne, avec Ekrem İmamoğlu, qui est en prison depuis plus d'1 an maintenant, les deux personnes qui peuvent empêcher cette continuité du pouvoir depuis 2003, quand même, depuis plus de 23 ans, la continuité du pouvoir est incarnée une alternance. Actuellement, rien n'est moins sûr, comme vous venez de le dire. Est-ce à dire, Didier Billon, que Kemal Kılıçdaroğlu, qui a donc incarné pendant des années l'opposition turque à la tête du CHP, même s'il n'avait pas engrangé les victoires qu'on a connues depuis que c'était Özgür Özel qui était à la tête du CHP, est-ce à dire qu'il est devenu une marionnette aux mains du pouvoir de l'AKP ? Marionnette, je pense que le terme est un peu fort. En tout cas, il joue un jeu extrêmement dangereux. Moi, je me souviens qu'outre le fait qu'il avait été surnommé Monsieur Défaite, puisque, comme vous l'avez rappelé, il a perdu toutes les élections auxquelles son parti concourait pendant qu'il en était le président,
Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il avait été le candidat uni de l'opposition lors des dernières élections présidentielles, qu'il y a eu un deuxième tour, donc il a mis Erdogan en ballottage, qui était la première fois, ce qui était déjà un petit exploit. Mais j'avais été choqué par la campagne qu'il a menée dans l'entre-deux tours. C'était une campagne de type xénophobe, raciste, caressant en réalité les sentiments nationalistes d'une partie de la population. Cette campagne a pour moi été rédhibitoire parce que là, il y avait une ligne de partage entre ceux qui se situent dans une dynamique progressiste, de changement, d'alternance, et celui qui enfourchait des thèmes qui sont proprement réactionnaires. Je peux vous affirmer que le langage qu'il utilisait était digne des thèmes du grand remplacement développé par l'extrême droite dans d'autres pays. Et puis, il y a eu ce congrès, effectivement, qui a permis un changement de majorité incarné par Monsieur Imamoglu, le maire réélu d'Istanbul, qui est un homme qui a un charisme réel et qui, comme par hasard, a été mis en prison il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Parce que c'était le candidat. Alors qu'il s'apprêtait à déclarer sa candidature. Il l'avait déclaré d'ailleurs. Mais exactement. Et il était clairement un challenger de poids qui pouvait mettre en minorité Erdogan. À la fois pour des raisons de fond et des raisons de forme. Et dernière chose, rappelons-nous quand même que suite au dernier congrès, eh bien, le Parti républicain du peuple était dans une dynamique ascendante, puisque toutes les grandes villes du pays, et c'est là la différence avec un Poutine, ont été gagnées par le parti d'opposition. Donc la question est de savoir, va-t-il y avoir maintenant une modification de la nature même du régime ou pas ? Et quel avenir pour le CHP ? Encore un mot sur Kemal Kılıçdaroğlu. Je comprends de ce que vous dites que son retour aujourd'hui imposé par la justice turque et le pouvoir s'inscrit, en tout cas le discours qu'il tient aujourd'hui s'inscrit dans une espèce de continuité. Il a eu des mots en Turquie qui sont forts dans son discours samedi. Il a accusé donc les dirigeants destitués d'être liés aux fêteux. C'est la communauté de l'imam Fethullah Gülen à l'origine du putsch de 2015. Il les a accusés, présentés comme tels, il les a accusés d'être des agents de l'étranger. Comment ce parti peut évoluer aujourd'hui ? Il y aura ceux qui lui resteront fidèles, j'imagine une minorité, et les autres ? On peut constater une situation qui va sûrement se décanter dans les jours à venir. C'est qu'évidemment, ceux qui se sont fait viré, pardonnez-moi l'expression, mais manu militari au siège du Parti républicain. C'est littéralement ce qui s'est passé, manu militari. Absolument, militari. C'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, à juste titre, sont sûrement dans une logique de construction d'un nouveau parti, c'est-à-dire qu'un parti qui défendra des valeurs démocratiques liées à la social-démocratie européenne, puisque ce parti fait partie de l'internationale socialiste. Et puis, dernière chose, en 2 mots, remettons ça aussi dans un contexte où depuis maintenant 10 ans, il y a eu cette tentative de coup d'État au mois de juillet 2016 et que depuis lors, il y a une stratégie liberticide de la part du pouvoir et l'état de droit est désormais totalement en miettes dans ce pays. Qu'est-ce qui constitue l'arrière-fond de toutes ces manœuvres politiciennes. On va y revenir, bien sûr. Pour remettre ça, effectivement, et c'est important, Ayşe Gülsert, dans le temps long, on a dit que ces élections municipales, au cours desquelles l'opposition turque avait remporté toutes les grandes villes de Turquie, dont Istanbul, dont le maire aujourd'hui est incarcéré depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est vraiment le moment bascule, où on sent que l'étau s'est encore un peu plus resserré sur cette opposition. Il y a eu des responsables placés en détention, et donc le maire d'Istanbul, pour des accusations de corruption, pour faire simple, qu'ils ont tous contesté. Il y a eu des municipalités par des tours de passe-passe juridiques qui ont été récupérées par l'AKP. Et puis donc ce feu d'artifice final, si j'ose dire, il y a 10 jours au siège du CHP. Vraiment l'objectif de ça, la boussole de Recep Tayyip Erdogan, c'est ces élections pour lesquelles il veut concourir alors que la Constitution l'en empêche. C'est le motif numéro 1, c'est son obsession. Ah oui, c'est son obsession, parce qu'il veut pas lâcher le pouvoir. C'est intéressant parce que ça a commencé même avant cela. C'est-à-dire qu'en 2010 déjà, les pressions et les répressions sur les journalistes et les médias, ça avait déjà commencé. Ensuite, ça a été face à l'armée, donc il y a eu un remplacement de l'armée. Ensuite, ça a été les juges et les magistrats. Et ensuite, ça a été les académiciens, les Kurdes et maintenant CHP. C'est-à-dire que faut pas oublier que c'est vrai que cette année, c'est
10e année des coups, comme on dit, avortés du juillet 2016 en Turquie. Mais en même temps, c'est le 13e anniversaire des manifestations de Gezi, qui était une manifestation qui avait commencé à Istanbul, à la place Taksim, où on disait que c'était une raison écologique. Et finalement, c'est devenu plutôt un Pour la nom. protection d'un parc initialement. Oui, et mais puis c'est ça devenu s'est plutôt transformé en un mouvement, nom, et ça a politique. été dans plusieurs provinces et villes turques pour dire non à cette pression c'est-à-dire que vous aviez quand même des gens du gouvernement d'Erdogan qui disaient que les femmes dans le sphère publique ne devraient pas rire en public, etc. Donc c'était vraiment l'intimité qui était visée. Et c'est aussi des choses qu'il a mis en place, c'est-à-dire que le port du voile dans des endroits publics, l'éducation qui a été de plus en plus, entre guillemets, islamisée, la laïcité qui a pris des coups, Sainte-Sophie, qui était supposée être un musée, qui est devenu une mosquée. Donc ce que je veux dire, ça ne date pas de CHP, mais moi ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est la résilience turque. C'est-à-dire que les coups, les Turcs, les citoyens turcs, ils en reçoivent, surtout avec non seulement les pressions, les répressions, les menaces, mais au quotidien, mais aussi l'économie, l'inflation, et qui continue. Et je pense que la grâce qui va sauver CHP, si ça se fait, ou qui va dire non à Erdogan dans les élections, que ce soit 2027, 2028, je ne sais pas, ça va être finalement le peuple qui en aura marre. Alors précisément, résilience turque, dit Ayşegül Sert, Samim Agonul. On disait l'an dernier que l'arrestation du maire d'Istanbul, là encore dans des circonstances assez rocambolesques, on s'en souvient, ça avait été quasiment filmé en temps réel, était une escalade sans précédent dans l'autoritarisme du président Erdogan. Si là c'était sans précédent, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Et est-ce que ça veut dire que l'opposition turque est battue, que le coup est trop fort et que long sera le chemin alors que le temps manque peut-être pour se ressaisir? Je vois Didier Billon qui fait non de la tête. Je vous donne la parole après Didier. Oui, effectivement, déjà, la société turque est une société très politisée. Le taux de participation aux élections dépasse les 90%. Il y a un émiettement et une représentation politique assez riche, hein, assez dense. Et comme Ayşegül disait, c'est une sorte de résilience et une croyance dure comme du fer en la démocratie représentative, on va dire. Pas participative, mais représentative. Donc de ce point de vue, je pense que ça va continuer, bien entendu. Deuxièmement, il s'agit d'une question conjoncturelle. Il faut une majorité de 5/3 pour que le président actuel puisse se représenter. C'est très simple, c'est arithmétique. Donc, il a besoin d'une vingtaine, trentaine de sièges de CHP pour le changement constitutionnel qui permettrait ceci. Et troisièmement, et là, il faut le dire, il y a une conjoncture internationale. Recep Tayyip Erdogan et son régime, c'est assez chanceux quand même, parce que est entouré tout le temps des crises internationales qui empêchent qu'il y ait une volonté de changement à l'intérieur, de la réalisation du changement à l'intérieur. Là, il y a des conditions du Proche-Orient où l'ensemble des valeurs européennes qui étaient défendues dans le monde, y compris en Europe, sont en recul. Et donc, personne ne dit rien à des manquements de la démocratie représentative en Turquie et à la politisation de l'appareil juridique. Donc, de ce point de vue, là aussi, il est assez chanceux. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est une scission à l'intérieur même du CHP. Cette scission va être d'une côté la majorité de l'opposition derrière Özgür Özel, une minorité de l'opposition derrière Kemal Kılıçdaroğlu, et que cette minorité pourrait suffire éventuellement à la deuxième représentation de Recep Tayyip Erdogan en tant que candidat. Donc on va voir si ça va se réaliser. Mais en tout cas, personne ne défend en Turquie ni le retour du paradishah, de l'empereur, ni à la royauté, ni à la monarchie. Là, ça continue à être une démocratie assez performante sur un certain nombre de domaines. En défense, par exemple, la France vient de signer un accord. Eh bien, le tourisme marche à plein. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est une société, c'est un pays très divers
qui ne peut être réduit au régime de Recep Tayyip Erdogan. Et cette richesse-là, peut-être, est la chance de la Turquie pour l'avenir. Voilà, mais les coups de butoir à l'état de droit, et vous le rappeliez, Didier Billon, sont quand même s'accumulent année après année. L'arrestation et l'incarcération du maire destitué, en tout cas du point de vue des autorités de l'AKP d'Istanbul, avait déclenché de grandes manifestations qui avaient été réprimées. On n'a pas vu de grandes manifestations depuis l'arrestation du patron du CHP, me semble-t-il. Pourquoi ? Alors, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ce que mes amis viennent d'exposer. Il faut comprendre cette résilience, mais il y a aussi une forme d'épuisement de la société turque qui est incontestable, parce que la situation économique est très mauvaise. Nous nous rappelons qu'il y a encore 4 ans, il y avait 90% d'inflation à peu près, reconnue officiellement. Mais ça, c'est le bilan d'Erdogan, ça ne pourra pas lui être... Absolument. Oui, mais reprocher la société, oui, absolument. Élections, ouais. Mais la société, elle souffre. Et donc, quand on souffre, quand on a une obsession, c'est comment terminer le mois, comment joindre les deux bouts. La préoccupation, c'est peut-être pas immédiatement d'aller manifester. Donc, on est dans une situation un petit peu différente de celle qui prévalait il y a un an. D'autant que, autant les crises internationales, comme le rappelait Samim, finalement servent Erdogan, parce que la Turquie, en dépit de tout ce qu'on vient de décrire, apparaît comme une sorte de pôle paradoxal de stabilité au vu de son environnement géopolitique, mais pour autant, elle a aussi ces crises internationales, ces guerres, des conséquences négatives. Ainsi, l'inflation qui commençait à être jugulée est de nouveau à la hausse. 32% prévu au mois d'avril dernier. Et le tourisme, qui est une des forces de l'économie turque, eh bien, on constate que pour l'été prochain, la saison touristique qui s'ouvre maintenant est en baisse de 30% dans les réservations. Donc, vous voyez, cette situation, elle pose question. Et donc, les capacités de mobilisation, elles n'ont pas disparu, mais elles sont peut-être moins vives que l'année dernière, où l'émotion était paroxystique après l'arrestation d'une petite ville qui s'appelle Istanbul, qui a seulement 16-17 millions d'habitants. Et ça, l'économie, ça sera un boulet, sans doute, dans la campagne d'Erdogan, que la présidentielle ait lieu en 2028 ou soit organisée plus tôt, oui. Oui, non seulement l'économie, mais je pense qu'il faut se persuader qu'au-delà des difficultés de l'opposition, il y a aujourd'hui une crise qui se manifeste à l'intérieur même du pouvoir, c'est-à-dire que l'AKP n'a plus un projet mobilisateur pour la société turque, ce que l'AKP a été capable de faire durant des années. Nous n'en sommes plus là maintenant, et donc on a l'impression d'une sorte de fin de règne. Et comme une illustration précisément, Ayşe Gülsert, à ce que vous disiez, n'y aurait-il pas, et c'est pour ça qu'on pose la question ce matin dans cette émission, de la toute-puissance apparente d'Erdogan, une forme de fébrilité. Il y a eu 2 événements, et je vous cite Didier Billon dans un des articles que vous avez signé sur le site de l'IRIS. Il y a eu d'abord, il y a quelques semaines, une volte-face du pouvoir sur une fermeture d'une université très connue en Turquie. Vous allez peut-être nous le raconter mieux que je ne le fais, qui dit quelque chose. Et puis, il y a aussi au sein de la coalition qui siège aux côtés de l'AKP au Parlement, qui ne lui permet pas à ce stade d'avoir les voix nécessaires, on l'a compris, pour changer la Constitution, mais qui est quand même importante, qui est un parti d'extrême droite. Vous racontez, Didier, que le leader de ce parti a appelé le patron déchu du CHP à l'occasion de la fête de l'Aïd, et que ça dit quelque chose, Ayşe Gül. Alors, je laisserai cette part, je ne commenterai pas sur l'article de Didier, mais sur Bilgi University. Sur l'université. Sur l'université Bilgi. C'est une université qui a été fondée fin des années 90, qui est vue comme c'est une université privée, qui est vue comme, à Istanbul, qui est vue comme une université qui est assez libérale, avec des sciences sociales, intellectuelles, et donc qui déjà l'éducation en général ne caresse pas j'oublie cette expression. Dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Recep Tayyip Erdogan, dont on ne sait toujours pas s'il a vraiment il a fait ses études universitaires ou pas, ou selon la constitution turque, normalement, vous ne pouvez pas vous présenter comme président. Il y a des doutes sur son parcours universitaire. Et qui n'arrête pas de remuer. Et donc, il n'aime pas déjà, depuis le jour J, l'élite
ou ce qu'il voit comme élite. Donc Bilgi représente cette élite qui veut être éduquée, qui veut être occidentalisée en un sens, et un peuple qui est éduqué, généralement ne tombe pas dans la manipulation et l'ignorance, et donc devient une voix dissidente. C'est ça qu'il ne veut pas. Après, Bilgi, donc l'université Bilgi, c'était aussi un endroit où on a eu, comme à d'autres universités, comme à Boğaziçi, comme à ODTÜ à Ankara. Boğaziçi, c'est une autre université qui est à Istanbul, des manifestations contre les répressions, en un sens, que le gouvernement a essayé de mener sur divers sujets. Merci. Et donc, c'est là où on voit que l'université, par un décret, a été fermée, à quelques semaines quand même des grands examens. Et ensuite, ça a été rouvert. Alors moi, ça ne me donne pas de l'espoir parce que Recep Tayyip Erdoğan, à plusieurs reprises, sur plusieurs sujets, a tenté, quand il a vu qu'il y avait une réponse qui était très sévère, il a fait quelques pas en arrière, juste pour quelques mois ou quelques années après, réessayer. Donc c'est possible qu'il réessaye. Donc c'est pas vraiment une grande victoire, mais ça montre à quel point... Une autre expression que celle-là, je crois que je l'ai, sous le soleil, rien n'est de nouveau. Mais le problème, c'est que ce soleil en Turquie aujourd'hui est en train de brûler tout ce qu'on a créé en tant que peuple en plus de 100 ans de république. L'état de droit, l'éducation, la justice. C'est-à-dire que vous avez une génération aujourd'hui qui n'a plus de rêve. Recep Tayyip Erdoğan, comme disait Samim, est au pouvoir depuis 2003. Ça fait 23 années. C'est une génération. C'est une génération qui a connu que Recep Tayyip Erdoğan, mais qui a connu un pays aussi en dégringolade. De plus en plus, disons, dans les 10 dernières années. Et donc, c'est une génération qui veut partir ou qui n'a plus d'ambition. Et c'est là où, d'un côté, je perds mon espoir, et d'un autre, la Turquie, c'est un pays dynamique. C'est-à-dire que la Turquie, c'est un pays qui sait survivre et rebondir grâce à ce dynamisme. Et dernière chose, on parlait de l'économie. Il y a aussi des divisions qui sont au cœur du CHP, le parti politique de l'opposition. Mais il y a aussi des divisions qui sont très importantes parmi ceux qui ont voté dans le passé pour AKP et pour Recep Tayyip Erdoğan. On voit de plus en plus de grèves, de syndicalisation, dans les mines, dans les usines de textiles. Donc tout ce qui faisait partie de cette fondation de ceux qui ont voté pour Erdoğan, qui n'en peuvent plus. Samim Agnonoul, sur cette université, est-ce que ça dit du rapport d'Erdoğan à cette jeunesse turque qui, comme le rappelait Ayşegül, n'a connu que lui ? Alors, c'est un sujet très, très important et qui nous touche la France également. L'université Bilgi a été fondée, comme Ayşegül l'a dit, en 1996 par un monsieur qui s'appelle Özöz Erdem, qui a ensuite vendu cette université de fondation à un fonds de pension américain, Laureate, et a été racheté par une entreprise turque qui s'appelle Can Holding, qui est sous les projecteurs et sous pression de l'appareil judiciaire. Et d'ailleurs, l'ancien président de l'université, de cette université, actuellement, il est membre du conseil d'administration et professeur à l'université Paris-Dauphine et grand maître du Grand Orient de Turquie. Donc, pour vous dire, Remzi Sambar est en prison. Il est en prison dans le cadre de l'enquête sur Can Holding. Donc, effectivement, il y a eu cette tentative de fermeture et effectivement, il y a eu un mouvement et effectivement, Recep Tayyip Erdoğan lui-même, personnellement, a ordonné la réouverture. On appelle ça en français pompier pyromane. Donc, créer une crise, ensuite résoudre la crise elle-même pour être le héros de ces étudiants. La stratégie des petits pas en arrière, disait Ayşegül tout à l'heure. Ouais. Exactement. C'est une stratégie de petits pas en arrière et ça marche à chaque fois. Peut-être que dans le cas du CHP, ça va marcher également. Mais comme Ayşegül vient de le dire, à la fois AKP et le CHP et l'ensemble de la société est tellement divisée, tellement fragmentée, qu'une opposition unie pour incarner l'alternance a du mal à se mettre en place. Et que chaque fois qu'elle réussit à se mettre en place, ça a été le cas pour Selahattin Demirtas avec HDP après les élections de 2016, ça a été le cas avec Ekrem İmamoğlu après les élections municipales, ça a été le cas avec Özgür Özel après 2024 quand il a obtenu le pouvoir de CHP. Chaque fois qu'il y a un petit espoir, un petit soupçon d'alternance, eh bien voilà, il y a l'appareil judiciaire qui entre en jeu et cet appareil judiciaire crée des scissions au sein même de cette opposition. Et c'est un jeu qui se renouvelle comme
comme le rocher de Sisyphe, à chaque fois on recommence du début. L'appareil judiciaire, d'un mot, qui est aux ordres du pouvoir turc aujourd'hui, clairement? Alors effectivement, hein, le régime a défendu plusieurs fois, non pas la séparation du pouvoir, mais l'union du pouvoir au nom de l'efficacité et de la rapidité. Ouais. Effectivement, il est assez difficile pour l'appareil judiciaire de prendre des décisions politiques. Peut-être que dans le pénal, les choses sont différentes, mais des décisions politiques sans l'aval du régime. Ça, c'est impossible. Ouais, Didier Billon, pour revenir sur ce dont je parlais tout à l'heure et pour nuancer cette apparente, cette apparente puissance donc, de cette coalition de l'AKP. Donc ce coup de fil, qu'est-ce qu'il dit de l'un des soutiens d'Erdogan au Parlement, qui a appelé le chef déchu ou destitué du CHP pour lui souhaiter un bon Aïd? Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que c'est pas acquis? Ah bah c'est clairement une marque de désaccord avec Erdogan, c'est-à-dire que cette coalition entre l'AKP et le parti du mouvement nationaliste d'extrême droite continue à fonctionner, mais en réalité est traversée par ces contradictions insurmontables, je crois en réalité. Alors bien sûr, ce coup de téléphone au moment de l'Aïd est tout à fait significatif, mais par ailleurs, il y a un autre dossier qui est d'une importance tout à fait considérable en Turquie, c'est le dossier concernant les Kurdes. Ouais. Exactement. Et nous savons qu'il y a eu des évolutions, espérées en tout cas, à l'initiative de ce politicien, M. Bathily, d'extrême droite, qui toute le sa fameux vie, qui a appelé le qui toute président sa vie déchu durant s'est manifesté par, comment dirais-je, un anti-kurdisme primaire, puisque c'est un nationaliste d'extrême droite, et qui, à l'automne 2025, fait une déclaration en expliquant que finalement il faut trouver une solution politique à cette question kurde, et il appelle même la possibilité que M. Öcalan, c'est-à-dire le chef charismatique du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est un parti qualifié de terroriste, qui est en prison depuis 1999, puisse venir devant l'Assemblée nationale turque pour s'expliquer. Ce qui n'est pas du tout la ligne d'Erdogan. Ouais. Alors, coup de tonnerre dans le landerneau politique turc. Et depuis lors, un certain nombre de décisions ont été prises, il est vrai. Ainsi, au mois de mai dernier, il y a quasiment un peu plus d'un an maintenant, le PKK s'est autodissous lors d'un congrès. Ne soyons pas naïfs, mais en tout cas, il l'a proclamé. Il a même évoqué la possibilité de rendre les armes, etc. Le problème, c'est que dans une situation comme telle, dans un moment où le défi kurde est d'une importance considérable, je rappelle quand même qu'il y a eu à minima 45 000 morts liés à ce conflit depuis 1984, eh bien, il faut que l'État lui-même, le pouvoir, et donc Erdogan, fasse aussi des avancées, des propositions, si nous voulons trouver un compromis. Eh bien, il n'en est rien. Et on constate aujourd'hui que c'est Erdogan qui freine des cas de fer, qui ne propose aucune solution, aucune initiative, alors que M. Bathily, d'extrême droite, lui, paradoxalement, est plutôt favorable à trouver une solution. Alors, au nom des intérêts supérieurs de l'État turc. Et évidemment, lui, il a une ligne politique. Mais sur ce dossier, qui, à mon avis, est le défi central de la société turque, on voit une ligne de fracture qui est en train de s'établir et de s'approfondir entre Erdogan et M. Bathily. Dans un contexte, on ne l'a pas dit, et je ne veux pas faire de pronostic, je ne suis pas médecin, mais où visiblement M. Erdogan n'est pas au mieux de sa forme physique. Alors il a l'âge de ses artères, mais je suis frappé, j'étais en Turquie il y a 15 jours, et tous mes interlocuteurs me l'ont confirmé. Il est tout à fait étonnant de voir qu'il se déplace plus difficilement, mais surtout que lors de grandes réunions internationales, et on peut le voir sur une série de vidéos ou de reportages, il a l'air totalement absent. Je n'en tire aucune conclusion politique, mais on est dans cette situation où les fractures, elles sont certes existantes, nous l'avons dit, au sein de l'opposition, mais aussi au sein du bloc au pouvoir. 72 ans, Erdogan, dont, on l'a dit, 23 ans au pouvoir, quoique on connaît des chefs d'État qui vont bientôt fêter leurs 80 ans. Je pense à Donald Trump. Quoique, est-il beaucoup plus présent lors des réunions, c'est pas certain. Sauf si vous voulez dire quelque chose sur la question kurde, qui est centrale. Non, je pense que ça a été très bien dit. La Turquie a quand même avancé, faut dire, la Turquie dans laquelle j'ai grandi dans les années 90, c'était une Turquie où le mot kurde ou le mot arménien n'était jamais publié dans les journaux, où il n'y avait pas de débat. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que c'est grâce à Recep Tayyip Erdogan. Je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une psyché collective sur le fait qu'il y a finalement une reconnaissance du fait que les Kurdes qui font plus de 25%
20-25% de la population, le passé de la Turquie avec le génocide arménien, doit venir sur la table afin qu'il y ait une avancée. Recep Tayyip Erdogan a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire essayer d'utiliser les cartes qu'il peut, comme il avait essayé. Et le moment où la carte kurde est devenue trop dangereuse, une menace pour son hyper-présidence, il a essayé de le mettre de côté. Ça, c'est la première chose. La carte kurde et la carte kurde apparaît à l'écran. Vous avez vu cette régie incroyable. Merci, France 24. Mais ce que je voulais dire aussi, il ne faut pas oublier qu'en Turquie, nous sommes depuis un moment dans entrés dans une phase où ce n'est pas parce que nous allons aux urnes que la démocratie est garantie. C'est-à-dire que depuis une bonne dizaine d'années, c'est ça que Recep Tayyip Erdogan, en réalité, je pense, est en train d'essayer de faire avec le CHP. Il essaie d'affaiblir le parti d'opposition en disant « Regardez, je suis un démocrate, il y a des partis d'opposition », mais de l'affaiblir à un tel point que vous ne pouvez même plus vouloir voter si dans le passé, toute votre vie, vous avez voté pour ce parti politique qui a été quand même fondé par le fondateur de la Turquie laïque, la République, Kemal Atatürk. Une dernière chose que je voulais dire aussi, c'était très joli à un moment, je crois que c'est Samim qui l'a dit quand il parlait de long sera le chemin pour le CHP. Le après-erdoganisme sera aussi un long chemin pour la Turquie, quel que soit le parti politique qui viendra. Et parce qu'il y a tellement à bâtir, parce qu'il y a eu tellement de destruction sur tellement de niveaux. Et j'ai oublié la dernière chose, mais ça me reviendra. Mais ça vous reviendra. Pour en revenir à Erdogan, restons en 2026. On a dit que cette pratique du pouvoir de plus en plus autoritaire était alimentée, ou en tout cas du point de vue du dirigeant turc, par un moment où il se sent sans doute assez incontournable. Et c'est vrai que la situation géopolitique place la Turquie à un endroit spécifiquement important. C'est la deuxième armée de l'OTAN, une industrie de défense, on l'a dit, très dynamique, situation plus que géostratégique dans cette région du monde balayée par les conflits. Il y a le rôle de la Turquie dans la guerre en Ukraine. Et une forme, et vous disiez tout à l'heure, Samim, il me semble que les Européens étaient pas très prompts à réagir au coup de butoir donné par le pouvoir turc à la démocratie. On sent un embarras, mais est-ce qu'il est lié précisément au fait que la Turquie est aujourd'hui un acteur incontournable sur beaucoup de sujets, notamment sur le sujet migratoire aussi, on ne l'a pas évoqué? Alors effectivement, il y a trois grands sujets que vous venez d'évoquer et les trois sont très important pour placer la Turquie dans une zone géostratégique à la fois au sens géographique du terme et au sens politique du terme. La première chose, c'est la guerre Russie et Ukraine. Bien entendu, n'a pas pris parti. Et les Européens ont été contents, assez contents de voir qu'il y avait un membre de l'OTAN, Recep Tayyip Erdogan, deuxième plus grand armée de l'OTAN, qui soit capable encore de mettre la main dans le cambouis et d'aller parler avec Poutine, sans couper le pont avec l'Ukraine. Et ça, c'est très important et il joue un rôle assez important. Deuxième sujet, là aussi, vous venez à peine l'évoquer, c'est la question du Proche-Orient. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, cette question-là. Est-ce que c'est la question de la guerre entre l'Israël et le Hamas? Est-ce que c'est la question palestinienne? Est-ce que c'est la question iranienne? Vous voyez que tout ceci touche directement la Turquie. Non seulement la Turquie est justement, comme Didier vient de dire, une espèce de havre de stabilité au sein de ce chaos, mais en plus, il existe une population kurde. Cette population kurde joue un rôle en Iran, joue un rôle en Irak, joue un rôle en Syrie, donc en Turquie, bien entendu, dans l'ensemble. Donc de ce point de vue, de prendre la Turquie comme adversaire n'est pas pour le bénéfice des Européens. Et enfin, il y a cet accord inique de 2016 entre l'Union européenne et la Turquie pour que la Turquie retienne les immigrés en Turquie même. Alors, selon les estimations, ça va de 2 millions à 7 millions, tout dépend comment on compte ces Syriens, entre guillemets, puisqu'une partie ne sont pas des Syriens, mais des Afghans, des Bangladeshis, etc., qui sont en Turquie, et que la Turquie a réussi à absorber au bout de débats extraordinaires et avec un racisme langagier assez ouvert. Et donc finalement, il y a eu cette absorption et il y a eu même apparemment des retours vers la Syrie après que
et qu'il y a eu le changement de régime en Syrie. Vous voyez que la Turquie se trouve au milieu d'une triangle très importante, Proche-Orient, migration et le Caucase. Il y a la question arménienne, il y a les élections en Arménie, il y a la question azerbaïdjanaise. Peut-être demain, il y aura la question des Balkans. Vous voyez que cet ensemble de post-ottomans est très stratégique pour l'Europe également. Et de ce point de vue, de taper sur les doigts de la Turquie pour les manquements à des questions démocratiques, eh bien, c'est pas aux intérêts de l'Europe, d'autant plus qu'en Europe non plus, ces principes ne sont plus tout à fait respectés, mais peut-être de moins en moins après les élections à venir. Et puis il y a eu aussi des échanges d'amabilité ces derniers mois avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et un discours qui s'est corsé aussi entre les deux dirigeants. Pour rebondir, d'ailleurs j'évoquais l'embarras des Européens, aucun embarras en revanche du côté américain, hein. Donald Trump qualifiant à l'envi Erdogan, mais il le fait avec beaucoup d'autres dirigeants de très grands amis des États-Unis. Les Européens ont trop besoin de la Turquie d'Erdogan, plus de la Turquie d'ailleurs que d'Erdogan peut-être, pour venir critiquer ouvertement ce qu'il se passe sur la scène démocratique interne. Oui, c'est évidemment un facteur important, mais je trouve une fois de plus que les Européens sont particulièrement... comment dirais-je, votre mot. Oui, on va dire comme ça. Donc, timide, timoré. Timoré. La question, c'est que d'une part, il est très compliqué de négocier avec Erdogan, qui est un très rusé, qui est un animal politique, et donc il est difficile à la fois d'exiger le respect des principes fondamentaux d'une démocratie digne de ce nom, et en même temps lui faire un certain nombre de propositions de coopération. Ça, je l'entends parfaitement. Mais la question fondamentale, c'est qu'évidemment, plus personne aujourd'hui, ni au sein de l'Union européenne, ni au sein de la Turquie, ne pense à la possibilité d'une adhésion dans le court et moyen terme. Dossier qui a plus de 20 ans. Beaucoup plus, puisque les négociations officiellement se sont ouvertes en 2005, mais en réalité, le dossier turco-européen, il remonte à 1963 probablement. Bon, donc là, nous sommes devant une difficulté, et je pense que les Européens seraient fondés à faire des propositions précises de coopération. Alors, évidemment, assorties d'un certain nombre de conditions quant au respect de la démocratie dans le pays, mais parce que nous sommes dans une situation où les Européens sont comme en état d'apesanteur géopolitique. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont été lâchés par leur allié Donald Trump, etc., qui, quand on regarde une carte de géographie qu'on voyait tout à l'heure, ne comprend pas. Il ne s'agit pas d'avoir fait 15 ans d'études de sciences politiques pour comprendre l'importance de la Turquie d'un point de vue géopolitique. Et donc, il est nécessaire, de mon point de vue, de refonder la relation entre la Turquie et l'Union européenne, non pas en termes d'adhésion dans l'immédiat, je pense que ce serait un leurre, mais en termes de propositions très précises sur un nombre de dossiers qui, s'ils pouvaient se concrétiser, notamment sur des questions de défense, de sécurité, serait un multiplicateur de puissance à la fois pour la Turquie et pour l'Union européenne. Sauf que les membres de l'Union européenne sont totalement borgnes ou aveugles, pire, en matière géopolitique, et que donc ils se font balancer par les événements et qu'ils ne sont pas en situation de faire des propositions tangibles, ce qui pourtant serait aussi l'intérêt des Européens en la matière. Aïcha Goulsart, pour conclure. Il y a quelques jours, l'ambassadeur américain en Turquie vient d'être promu, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tant qu'envoyé spécial en Syrie. Donc ça parle déjà aussi de l'importance de passer de la Turquie à la Syrie et stratégique, géopolitique stratégique du pays. Mais moi, je pense que ce dont on parlait, ça ne parle pas que du chaos au Moyen-Orient ou bien de la grandeur géopolitique de la Turquie, mais ça parle aussi vraiment de la faiblesse, mais autodéterminée de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, qu'il ne faut pas oublier, quand il y avait eu toutes ces discussions d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, a quand même versé des millions, si ce n'est dire des milliards d'euros pour que la Turquie devienne plus démocratique, plus ouverte, plus européenne, entre guillemets. Donc en réalité, moi j'aurais utilisé le mot le silence de l'Union européenne, ou bien je dirais même la lâcheté de l'Union européenne aujourd'hui sur beaucoup de sujets, est en train de montrer que toutes ces valeurs qu'une population turque pendant très longtemps a voulu faire comme est mise de côté sur beaucoup de sujets.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup à Ayşe Gülsert. Didier Billon, on vous lit dans la Turquie un partenaire incontournable. On en parlait à l'instant. Et l'actualité ne fait que confirmer ce titre choisi en 2021. Merci à vous. Samim Akgönül, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir depuis Strasbourg. Merci beaucoup. Capitale européenne, faut-il le rappeler. Merci infiniment. Une émission à revoir en replay, réécoutée en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.